Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre Commission de la Défense nationale et des Forces armées s'est saisie pour avis de l'article 2 du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Mon propos se limitera donc à cet article qui repousse de 7 mois la possibilité de recourir à titre expérimental à une technique de renseignement communément appelée algorithme. Quelques mots d'abord sur la loi de 2015 qui a institué cette technique de l'algorithme. C'est une grande loi. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'un nouvel objet fait irruption dans le champ du droit, dans le champ de la loi. C'est ce qu'il s'est passé en 2015 pour le renseignement. Ce texte a été un progrès pour les libertés publiques en faisant rentrer justement dans le champ du droit des pratiques qui avaient cours à sa marge dans la légalité ou parfois en contradiction avec lui dans l'illégalité. C'est aussi un progrès pour l'action des services car en les encadrant de manière exigeante, ce texte protège aussi les agents de renseignement. C'est donc un texte équilibré. Ceci posé, permettez-moi d'utiliser la tribune qui m'est donnée ici pour déconstruire quelques fantasmes récurrents qui affaiblissent la qualité d'un débat pourtant crucial sur l'algorithme. Tout d'abord, l'algorithme n'est pas une boîte noire. Nombreux sont ceux qui ont accès à l'intérieur de cette boîte. D'abord, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a accès à son code source, qui le vérifie avec des experts, des ingénieurs indépendants, qui vérifient qu'il ne fait que ce qu'il est censé faire. Sur ces bancs même, nous avons collectivement été destinataires d'un rapport au Parlement dédié aux algorithmes. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Les membres de la délégation parlementaire au renseignement, dont je suis, et à qui, chers collègues, vous avez délégué le contrôle des éléments couverts par le secret de la défense nationale, ont également eu accès à un rapport classifié, encore plus détaillé, reprenant le fonctionnement et les résultats des 3 algorithmes en service. Ce n'est pas non plus un outil de surveillance de masse. Les algorithmes travaillent uniquement sur des données anonymes. Ils ne tournent pas non plus sur du contenu, mais sur des données de connexion, aujourd'hui uniquement téléphoniques. Bref, ils travaillent sur du comportement, pas du contenu, encore moins des personnes. Et pour mémoire, ce sont environ 22 000 personnes qui ont fait l'objet, toutes techniques confondues, d'une technique de renseignement en 2019, dans un pays de 67 millions d'habitants. Ce n'est pas ma définition de la surveillance de masse. Ce n'est pas un outil liberticide. Au contraire, il est strictement encadré pour préserver les libertés publiques, à tel point qu'il existe au moins 3 garde-fous principaux que je vais rappeler. Il faut d'abord une autorisation du Premier ministre sur avis de la CNCTR avant toute mise en œuvre d'un algorithme. Le Premier ministre a d'ailleurs toujours suivi l'avis de la CNCTR. Cette autorisation, elle est ensuite soumise à renouvellement, au bout de 2 mois d'abord, puis tous les 4 mois. Il faut ensuite une seconde autorisation, là encore après avis de la CNCTR, pour procéder à la désanonymisation d'un comportement identifié par l'algorithme. Enfin, si cette personne détectée s'avère d'intérêt pour les services et qu'il souhaite la suivre, il faudra alors un troisième avis et une 3e autorisation du Premier ministre pour la mise en place de cette technique de renseignement. D'un point de vue opérationnel, ce n'est pas non plus un gadget. Le gouvernement indique dans son rapport que l'algorithme a montré qu'il était en mesure de fournir des informations particulièrement utiles sur le plan opérationnel. Voici ce que les algorithmes ont permis. Identifier des individus porteurs d'une menace terroriste. Détecter des contacts entre les individus porteurs de menaces. Améliorer la connaissance des services sur la manière de procéder des individus de la mouvance terroriste. Autre intérêt, il permet aussi d'alléger la surveillance sur les objectifs du bas du spectre. Mettre en lumière des terroristes, leurs relations, leurs techniques, voilà un bilan qui, pour moi, est incontestable. Enfin, parlons des échéances et du périmètre. S'il me paraît effectivement opportun de décaler dès à présent la date du 31 décembre 2020 pour sécuriser juridiquement l'expérimentation du dispositif, les amendements adoptés en commission de la Défense et des lois limitant la prorogation au 31 juillet 2021 contre décembre prévu initialement permettront aux législateurs de débattre très rapidement des évolutions de la loi de 2015 en général et de l'algorithme en particulier. Nous avons donc un dispositif équilibré, encadré, utile opérationnellement, sur lequel le Parlement aura à nouveau à se prononcer bientôt. Sa prorogation est indispensable. Je ne peux terminer cette intervention sans un hommage aux femmes et aux hommes des services de renseignement. Pompiers, policiers, militaires sont régulièrement applaudis dans l'hémicycle. Eux rarement, pour ne pas dire jamais.
Alors j'aimerais que cette fois-ci l'Assemblée rende hommage à leur travail discret, secret, où par définition toute gloire est exclue, en les applaudissant. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole